L'entretien aura donc duré plus de 2 heures. Un coup de téléphone entre Donald Trump et Vladimir Poutine sans résultat tangible. Il n'y a eu après l'échange aucune annonce concrète. La Russie s'est dite prête à travailler sur un mémorandum en vue d'un traité de paix. Pourtant, quelques heures plus tard, Moscou lançait ses drones par dizaines sur l'Ukraine. Ce qui fait dire aujourd'hui à Berlin que le président russe ne veut pas la paix et à Volodymyr Zelensky qu'il essaye aujourd'hui de gagner du temps pour poursuivre son invasion. Les 27 ont donc tout à l'heure acté d'un nouveau train de sanctions, 17e paquet de sanctions contre Moscou. Ils appellent Washington même à faire de même, à une réponse forte. On va aller plus loin avec vous, Jacques Faure. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais à l'instant, vous êtes diplomate. Vous avez été l'ambassadeur de France en Ukraine entre 2008 et 2011. Pas grand-chose à nous mettre sous la dent après ce coup de téléphone hier, si ce n'est encore et toujours des déclarations. Dans les faits, est-ce que vous trouvez qu'on ait vraiment avancé comme semble dire Washington? Il ne semble pas. Bon, en tout cas, il est important que ce coup de téléphone long ait eu lieu. Il est important aussi que le président américain ait pris soin d'informer non seulement le président ukrainien, mais ses alliés européens de la teneur des propos échangés avec le président russe. C'est un mieux par rapport à la position ancienne de Donald Trump qui voulait régler cette guerre en bilatéral Amérique-Russie en mettant les Européens et les Ukrainiens à l'écart de toute négociation. Au moins, ils sont à bord de ces négociations. Les résultats, oui, ils sont maigres. Les communiqués qui ont été diffusés, parce qu'on est aussi dans une guerre de communication permanente. On est avant tout dans une guerre de communication, oui. Le président américain ne pouvait pas dire qu'il n'était pas content de cet entretien téléphonique. C'est lui qui l'avait souhaité et qui l'avait provoqué un peu. Par contre, le président russe a fait d'abord donner sa propagande habituelle, son porte-parole, qui a rappelé que tout cela était difficile et serait très long pour sortir de cette guerre. Évidemment, il y a eu le président du parti Russie Unie, l'ancien président Medvedev, qui lui a descendu encore un degré dans l'ignominie, des insultes et des... Bon, c'est peu d'intérêt. Et puis il y a eu l'entretien télévisé de Vladimir Poutine, qui était intéressant parce il faut se souvenir des mots qu'il a utilisés. D'abord, il a remercié le président américain de cet entretien et d'avoir aidé à pour parler, sinon des négociations. Et ensuite, il a commenté. Il a commenté avec quel mot? Il a utilisé le mot compromis qui devait être favorable aux deux parties, a-t-il dit, mais il a aussi utilisé le mot mémorandum. Il fallait que Russes et Ukrainiens aboutissent à un mémorandum. C'est quoi un mémorandum? Qu'est-ce qu'il entend par là? Dans l'esprit de Vladimir Poutine, c'est-à-dire l'acceptation par la partie ukrainienne des conditions de fond que la Russie met tout le temps avant d'obtenir un règlement de cette guerre. Et c'est-à-dire, vous savez, quand il parle non seulement de mémorandum, mais il dit qu'il faut travailler sur les causes profondes qui ont provoqué cette guerre. On sait très bien que les causes profondes de cette guerre, vues de Moscou, c'est l'existence d'une Ukraine indépendante et dotée d'une armée qui assure sa défense et dotée de relations de partenariat avec l'Union européenne et l'OTAN. Tout ce que Moscou ne veut pas, et ces conditions pour Moscou sont toujours sur la table, donc sont inacceptables. Cette proposition, elles sont évidemment tombées à l'eau immédiatement qu'elle a été formulée. Volodymyr Zelensky dit ne pas avoir les détails sur un éventuel mémorandum. Il veut bien accepter d'étudier l'offre, mais il dit surtout qu'il ne va pas accepter de retirer son armée des régions qu'elle contrôle. Et ça, c'est un point non discutable pour Vladimir Poutine. Oui, mais ce que demande Vladimir Poutine, c'est en gros la capitulation sans condition de l'Ukraine. Ça, c'est inacceptable. Ceci étant, Vladimir Poutine a senti un peu la pression accrue des partenaires occidentaux, surtout européens, mais aussi un peu américains, sur lui. Et il a maintenant agi pour effacer l'impression qu'il avait donnée à Istanbul de ne pas vouloir ni négocier
ni parler de cessez-le-feu. Il était affaibli dans la séquence d'Istanbul, Vladimir Poutine? Je ne sais pas s'il était très affaibli, il a certainement senti le vent du boulet. La pression, là, il s'y attendait assez peu et elle a été ressentie au Kremlin. Mais là, il a bien joué pour montrer que, je suis prêt à négocier à mes conditions, mais il essaye donc de gommer l'aspect... Un côté veut négocier, c'est le côté ukrainien, ça c'est incontestable. Un côté ne veut pas, c'est le côté russe. Il essaye de lutter contre ça. Il n'y est pas parvenu, parce que les autres mots qu'il a utilisés après mémorandum et cause profonde, c'est les deux parties vont faire devraient faire des compromis acceptables pour l'une et l'autre partie, compromis qui conduiraient à un accord sur un éventuel traité de paix qui serait suivi, et là il a eu cette expression en russe tout à fait intéressante, pour une certaine durée. Le diplomate que vous êtes, évidemment, s'intéresse et s'attarde évidemment sur l'usage des mots. Ça fait beaucoup de conditionnels quand même. On a du mal à voir les choses avancer. Monsieur Poutine n'a pas changé, vous avez raison, n'a pas changé son attitude. Il essaye d'empocher ce que Trump lui a offert, mais à chaque fois, il ajoute des conditions qui sont inacceptables. Quand vous dites, en début d'intervention, ils se sont parlé longuement, plus de 2 heures, et ça, c'est une bonne chose. C'est la première fois depuis plusieurs semaines. Mais passer le symbole de la durée de l'échange, qu'est-ce qui reste de tout ça? On a quand même le sentiment, vu d'ici, qu'aucun des deux dirigeants, vous avez parlé de Poutine à l'instant, moi j'ai envie aussi de parler de Donald Trump, n'a envie d'acter aujourd'hui cette rupture et cet échec dans le rapprochement qu'ils avaient initié tous les deux. Vous avez raison. Monsieur Trump dit vouloir la paix. Pourquoi? D'abord pour son ego. Il s'est tellement vanté pendant sa campagne électorale de régler ce conflit en 24 heures, puis en 100 jours. Il n'y est pas parvenu. Il veut obtenir un résultat, d'autant plus qu'il est persuadé in petto qu'il mériterait beaucoup plus que ce faible Obama de recevoir le prix Nobel de la paix. Donc il y a cet aspect égo. Mais M. Trump veut aussi la paix. Pourquoi? Parce que ce qui l'intéresse, c'est de rétablir des relations d'affaires et des relations commerciales avec un grand partenaire que pourrait être la Russie. Et probablement dans son entretien avec Vladimir Poutine, a-t-il plaidé pour que Poutine accepte de mettre fin au bain de sang. C'est la première idée que Trump répète sur ses réseaux sociaux. Mais il a dû plaider aussi pour faire valoir aux Russes que s'il n'acceptait pas cette offre, il allait perdre l'occasion de contrats juteux. Comme dit Trump dans son langage public, des contrats merveilleux, des affaires inouïes, Poutine, etc. Ça, pardon, mais on parle souvent de l'idéologie de Vladimir Poutine. Les affaires, le business, c'est un sujet là pour probablement, ça lui parle un peu, probablement pas totalement, mais il faut constater que M. Trump et Vladimir Poutine ont en commun un certain nombre de points, parmi eux l'amour de l'argent. Poutine, qui est rentré de Dresde en étant un fonctionnaire soviétique de l'ancien KGB, qui n'avait ni logement, ni même voiture à Saint-Pétersbourg, puisque quand il est rentré à Saint-Pétersbourg, son épouse de l'époque a été victime d'un accident de la route qui avait détruit leur véhicule. Donc il a fallu se refaire complètement. Il s'est très bien refait. Maintenant, sa fortune personnelle serait estimée à 154 milliards de dollars. C'est probablement une estimation basse. C'est toujours bon de le rappeler. Alors on parle gros sous, on va peut-être parler sanctions parce que c'est d'actualité. Il y a un peu plus d'une heure maintenant, les 27 ministres des Affaires étrangères européens réunis à Bruxelles ont donc acté d'un nouveau paquet de sanctions, 17e train de sanctions en direction de la Russie. Et évidemment, ils appellent Washington à emprunter la même voie, à prononcer une réponse forte vis-à-vis du Kremlin. Les explications tout de suite de David Gilbert. Rester ferme et accentuer la pression sur Moscou. Le mot d'ordre reste le même parmi les 27, réunis à Bruxelles pour un Conseil des Affaires étrangères et de la Défense. Pour les Européens, l'amorce de discussion entre Russes et Ukrainiens la semaine dernière à Istanbul et la discussion téléphonique de lundi entre Donald Trump et Vladimir Poutine n'ont rien changé. Il doit y avoir un cessez-le-feu total et sans condition. L'Ukraine a déjà donné son accord il y a plus de 60 jours et nous avions convenu que si la Russie n'acceptait pas à son tour, ce qui a été le cas hier,
nous mettrons plus de pression. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous mettre d'accord sur le 17e paquet de sanctions. Un 17e paquet de sanctions contre la Russie pour cibler les pétroliers fantômes, utilisés par Moscou pour contourner les sanctions déjà existantes sur les exportations de pétrole russe. Un 18e paquet est par ailleurs déjà en préparation pour s'attaquer cette fois à Nord Stream 1 et Nord Stream 2, les voies de transit du gaz russe vers l'Europe. Poussons Vladimir Poutine à mettre fin à son fantasme impérialiste en actant des sanctions qui soient véritablement dissuasives. Je salue le fait que la Commission européenne ait décidé de passer à l'échelon supérieur. L'augmentation des aides de défense à l'Ukraine et le soutien à la production militaire ukrainienne sont également au menu des discussions. Un dossier de plus en plus pressant face à la menace de désengagement de Washington. C'est dissuasif, vraiment, tout ça. On en est à un 17e paquet de sanctions. Bon, ça fait mal à l'économie russe, il n'y a aucun doute. Il ne faut pas croire ceux des intervenants qui prétendent que ces sanctions n'auraient aucun effet. Ça, ce serait une contre-vérité. Mais ça n'a pas mis l'économie russe à genoux, d'autant moins que Vladimir Poutine et son équipe ont transformé cette économie en économie de guerre. Tout ce qui travaille bien maintenant dans les entreprises russes, c'est pour la production militaire, munitions et armements. Mais en même temps, ne nous imaginons pas qu'ils sont capables de produire les chiffres très élevés qu'on entend citer ici et là. La production d'avions de combat, c'est entre 2 et 4 par mois, c'est pas des centaines. La production de blindés, c'est aussi moins important que ce qu'on nous dit. Par contre, pour que ces sanctions aient de l'effet, il est important que les Américains restent à bord et décident eux aussi de les pratiquer. Et notamment les sanctions financières visant l'économie et certains oligarques russes, mais aussi en vertu de la possibilité qu'a la loi américaine d'être exterritoriale, d'impacter les autres États qui aident à contourner les sanctions européennes en achetant par exemple des produits d'hydrocarbures russes avec la flotte de pétroliers fantômes. Et là, il faut quand même noter que dans sa communication publique à la télévision Fox News hier et sur son réseau social, M. Trump n'a pas parlé de cessez-le-feu, n'a pas parlé de sanctions tout de suite, et il a annoncé que dans 2 semaines, il reprendrait peut-être contact avec Vladimir Poutine. Il parle même de négociations immédiates qui vont être engagées. On a l'impression qu'il est tout seul là, dans sa tête quand il dit cela. Personne n'a le moindre détail, même les Russes ne parlent pas de ces discussions. Côté américain, il faut bien réaliser que, c'est Trump qui négocie, qu'il met le département d'État et la diplomatie américaine un peu à l'écart, pas complètement. Il a envoyé son secrétaire d'État, M. Rubio, et qui, lui, a agi à la fois auprès des Européens, des Ukrainiens, mais aussi du Vatican. Et le lieu évoqué Ce serait super, pour la Vatican, poursuite d'éventuelles négociations a été aussi le Vatican, ou une supervision du vaticanesque. Ça reste à confirmer. Mais ce qui est important pour que les sanctions européennes, 17e train, soit efficace, c'est que les Américains restent à bord aussi et gardent cette même attitude. Le doute peut être permis. Pourquoi ? Parce que le vrai négociateur américain pour sortir de ce conflit, c'est d'abord Donald Trump, mais derrière, c'est M. Vitchkov, son camarade d'action immobilière, son ami, son bras droit, et lui, il en est déjà à 4 rendez-vous avec Poutine à Saint-Pétersbourg. Et le dernier qui a eu lieu le 25 avril, Vitchkov a écarté de l'entretien l'ambassade américaine à Moscou. Il a refusé le service des traducteurs de russe de l'ambassade américaine à Moscou. Il est allé seul voir Poutine. Poutine n'était pas seul. Comment le diplomate que vous êtes interprète la chose ? Écoutez, on veut rester en vase clos pour mieux négocier. Les dirigeants, depuis Louis XV, ont leur réseau diplomatique partout, mais ne s'appuient pas que sur le réseau diplomatique. Ils ont aussi leurs envoyés spéciaux, leurs missi dominici, appelez-le comme, ou leurs envoyés secrets, comme vous voulez. Et parfois, ils préfèrent traiter justement de puissant à puissant. Ça, c'est probablement une psychologie qui parle beaucoup à M. Trump. Il aime les hommes forts, il pense qu'il peut s'entendre avec Poutine,
Et il a horreur de tout ce qui peut gêner, c'est-à-dire appareil d'État américain, département d'État, CIA, etc. Mais il a horreur aussi de... Il croit qu'entre hommes forts, on peut s'entendre. Et c'est là une des raisons pour lesquelles M. Trump et M. Poutine partagent aussi un autre point commun, la détestation de l'Union européenne, des politiciens européens considérés comme presque des minus, si je peux me permettre d'utiliser ce terme. Et voilà, il ne faut pas gêner les grandes puissances. Tous les deux ont en commun aussi l'idéologie de la zone d'influence. J'ai, avec mes collègues anciens ambassadeurs à Kiev, nous avons publié récemment une tribune en disant que la souveraineté de l'Ukraine ne devait pas être limitée. Et nous faisions là-dedans référence à la doctrine Brejnev de souveraineté limitée des États du pacte anciennement de Varsovie. Pour Poutine, c'est encore valable, cette souveraineté limitée. Il ne peut pas y avoir, il ne croit pas à la volonté populaire dans les États qui sont aux frontières de la Russie. Il lui faut absolument tenter d'avoir des pouvoirs sensibles aux intérêts de Moscou et qui obéissent à ses injonctions. Le Kremlin qui réagit à l'instant en la personne de Sergueï Lavrov, un chef de la diplomatie russe, et qui dit la Russie ne répond pas et ne répondra jamais aux ultimatums. Une réponse donc à ce nouveau train de sanctions adopté par les Européens. Est-ce qu'il y a un risque que cette situation de blocage, parce que ça reste quand même une situation de blocage, même s'il y a des avancées sur la forme, mais dans le fond on en est toujours au même point, la guerre qui continue. Est-ce qu'il y a un risque que Trump claque la porte et se retire de ces discussions? Il le laisse entendre d'ailleurs encore après l'échange téléphonique. Oui. Alors, deux remarques. D'abord, Lavrov, il était assez absent de ces négociations. Là, il réapparaît. Il a fait donner sa porte-parole, Madame Zakharkova, qui ne sait avoir comme langage que l'insulte, enfin vraiment là aussi assez ignominieuse. Et Lavrov est furieux de ce que, aux côtés de Vladimir Poutine, les deux négociateurs importants de cette sortie éventuelle de guerre russe contre l'Ukraine sont M. Kirill Dmitriev, qui est ce jeune russe qui a été formé aux États-Unis, qui a travaillé dans la finance américaine et qui est maintenant le patron du Fonds souverain russe, d'une part, à Moscou, et d'autre part, c'est Dimitri Ushakov, le conseiller de politique étrangère de Vladimir Poutine. Mais Lavrov a voulu être de l'entretien du 25 avril entre Vychkov et Poutine, et il a été mis de côté. Donc là, il réapparaît, mais pour dire quoi? Il répète ce que Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, avait déjà dit il y a plusieurs jours, quand les 4 Européens étaient allés voir M. Zelensky à Kiev et avaient lancé à Poutine cet ultimatum d'accepter un cessez-le-feu dans 24 ou 48 heures, autrement de faire face à des sanctions. Lavrov répète la même chose, mais il est un peu, lui et sa diplomatie, sont un peu à la marge de la vraie négociation. Lavrov qu'on aurait pu attendre justement dans la séquence en Turquie à Istanbul, il n'en était rien. Parlons peut-être un peu du front de ce qui se passe en Ukraine. Les Ukrainiens qui tentent de s'habituer à moins de dépendance vis-à-vis de l'Union, de l'aide occidentale, ils produisent davantage eux-mêmes dorénavant. Vous allez le voir, des canons notamment. Vous allez découvrir un modèle 100% local avec ces artilleurs qu'ont suivi pour nous Stéphanie Pérez, Chloé Cormery et Bruno Bervas. Direction la frontière avec la Russie. Dans l'Est ukrainien, nous avons rendez-vous avec cette unité d'artilleurs dissimulée dans la forêt. Leur cible du jour, les positions de dronistes russes à une vingtaine de kilomètres. Pour les atteindre, ce canon Bogdana, la fierté de l'industrie de défense ukrainienne. Au début de la guerre, il n'existait qu'un prototype de cet obusier. Aujourd'hui, l'Ukraine en produit 36 par mois. Quand tu es prêt, dis-moi. Feu dans 1 minute. Auprès du commandant Billy et de son unité, ce canon de 155 mm fait l'unanimité pour des raisons très pratiques. Il est rapide et très précis. On peut tirer jusqu'à 40 km. Moi, je préfère combattre avec ce modèle plutôt que les canons occidentaux. Car la conception, l'optique, le système de tir, tout est similaire aux anciens canons soviétiques sur lesquels on a été entraîné.
La cible est atteinte, selon le chef de l'unité. Il faut se cacher, maintenant. Le temps d'une éventuelle riposte, les soldats profitent de la pause à l'abri pour faire part au chef de bataillon de certains réglages à améliorer. Souvent, le système se dérègle après le tir. L'industrie de l'armement ukrainien s'adapte directement sur le champ de bataille. Nos ingénieurs l'ont beaucoup amélioré depuis un an. L'avantage de ce canon, c'est qu'on reçoit les pièces détachées en 1 ou 2 jours. On n'a pas à attendre des semaines ou des mois comme avec les équipements occidentaux. Selon le président Zelensky, 40% des armes utilisées sur le front sont produites en Ukraine. L'Ukraine qui sait qu'elle doit miser sur l'innovation pour résister sur le long terme. Oubliez la vieille industrie héritée de l'Union soviétique. C'est dans des start-up, à l'image de celle-ci, que se développe la défense ukrainienne. Il y en a plus de 500 créés depuis le début de la guerre. Pour les ingénieurs, comme Andriy Kondratov, un défi, être innovant, à moindre coût, sans dépendance aux composants chinois. Ça, c'est un appareil qu'on a inventé pour brouiller les fréquences des drones russes. À l'extérieur, un robot en plein test, un véhicule terrestre télécommandé capable de transporter des mines anti-chars. Essaye d'aller sur la pelouse. En ligne de mire, la réduction de la dépendance aux armes étrangères en cette période d'incertitude sur l'aide américaine. On a compris qu'on ne doit pas compter sur l'aide des autres pays. Ce sont nos initiatives qui sont la clé du futur de l'Ukraine. On n'est pas sur la ligne de front, mais on se mobilise à notre façon. C'est dans ces ateliers qu'on résiste. Et cette obligation d'innover s'inculque dès le plus jeune âge. Dans ce lycée privé, une partie des cours de technologie est désormais consacrée à la conception de drones. Il faut que tu soudes mieux là. Âge de ses élèves, 13 ans. Adolescent et déjà conscient de la guerre technologique qui se joue dans cette salle de classe. Si la guerre continue et qu'il y a toujours besoin de beaucoup de drones comme celui-ci, j'aurai l'expérience et je pourrai en fabriquer beaucoup en peu de temps. Une industrie de défense en plein essor, mais en permanente recherche d'investisseurs. L'insuffisance de financement ralentit son développement alors que la guerre continue. Jacques Faure, c'est intéressant ce qu'on voit dans ce reportage. On voit que l'Ukraine semble s'être faite à l'idée d'une guerre dans la durée, dans le temps, avec même ces jeunes qui, dès l'école, se préparent à devenir des mains et des cerveaux pour prêter main forte dans cette guerre. On a beaucoup parlé des Ukrainiens qui attendaient la livraison des armes occidentales. Ce qu'on voit aujourd'hui, finalement, c'est que ces mêmes Ukrainiens ont quand même cette notion que l'aide occidentale, et j'entends par là surtout l'aide évidemment américaine, elle peut capoter à tout moment. Oui, deux ou trois remarques à ce sujet. D'abord, les Ukrainiens sont très réalistes et n'oublient pas que toutes les déclarations venues de Moscou vont dans le sens de la guerre continue et va durer longtemps. Il faut par exemple rappeler à vos téléspectateurs que le tout nouveau chef d'état-major russe qui vient de remplacer M. Gerasimov, qui était là depuis le début de cette agression russe contre l'Ukraine, s'est fait connaître le 24 septembre de l'année dernière sur la chaîne Rossiya 1, Russie 1, en déclarant ceci, que la guerre en Ukraine, à son avis, était le simple tremplin de la reconquête de l'Europe de l'Est. Donc les Ukrainiens n'ont aucune illusion là-dessus. Ils savent très bien que pour Poutine, la guerre continue et que tant que les causes profondes dont parle Poutine ne sont pas réalisées du côté russe, c'est-à-dire la disparition d'une Ukraine indépendante et de son armée et de sa défense et de sa population, Poutine ne s'arrêtera pas. Donc maintenant, pour ce qui est de l'aide occidentale qui n'a pas été à la hauteur des promesses, les Ukrainiens ont été cruellement instruits d'abord de ce que l'aide américaine pouvait cesser quand Trump le décidait. Ils ont été privés il y a quelques semaines de toute couverture satellitaire dont leurs troupes bénéficiaient pour savoir où était la contre-offensive russe contre la poche de Koursk. C'est pour ça qu'ils ont dû reculer. Et apparemment, cette couverture satellitaire n'est pas à ce jour pleinement rendue à l'Ukraine. C'est partiel. D'autre part, ils savent très bien
que les fournitures de matériel occidental, qu'ils soient américains ou européens, sont inférieures en quantité à ce que Moscou reçoit, par exemple, de la seule Corée du Nord, pour ne pas parler de la Chine. Donc, ils ont développé, mais sur une base industrielle très sérieuse et qui existait depuis l'Union soviétique. Le cœur industriel de l'URSS, c'était l'Ukraine. Et ils ont développé donc ces canons. C'est pas tellement étonnant. Il y avait 3 ou 4 grands conglomérats ukrainiens qui fournissaient tous les tuyaux, par exemple, pour les gazoducs et les oléoducs de l'Union soviétique. Ils savent faire des tuyaux et les transformer pour en faire des canons. Et l'Ukraine produit maintenant plus de 4 millions de drones elle-même, et qui sont d'une assez grande efficacité. Les Russes aussi se sont mis à cette mode. Ça veut dire que l'un et l'autre des belligérants ont apporté à la guerre moderne cette nouveauté qui est terrifiante. Et chacun se prépare